Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au menu de questions d'actu, la situation au Proche-Orient et la mini-tournée du chef de la diplomatie marocaine en Europe. Cette semaine, la Cisjordanie occupée a été le théâtre d'une opération militaire israélienne qui a coûté la vie à 12 Palestiniens et à un soldat israélien. Cette opération militaire est la plus importante depuis plusieurs années en Cisjordanie, où des centaines de soldats ont été mobilisés, mais aussi des drones et des bulldozers du Tsahal pour l'assaut du camp de réfugiés palestiniens de Jénine, où vivent quelques 18 000 Palestiniens selon les autorités palestiniennes. Le Royaume du Maroc, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, condamne et rejette encore une fois les agressions israéliennes multiples contre Jénine, avec leur lot de morts et de destruction. Selon Nasser Bourita, la situation actuelle est, je cite, très critique et menace l'espoir restant pour l'établissement de la paix au Proche-Orient, rappelant à l'occasion le consensus international sur un règlement de la question palestinienne dans le cadre de la solution à deux États, l'État d'Israël et l'État indépendant de la Palestine dans les frontières de 1967 avec Al-Quds Est comme capitale. Nasser Bourita, qui était en visite de travail à Rome plutôt, puis à Berlin cette semaine, avec à l'ordre du jour notre cause nationale et le projet d'autonomie du Maroc pour régler ce faux conflit régional créé de toutes pièces par le régime d'Alger. Ainsi qu'il s'agit aussi de renforcer les relations bilatérales respectivement avec l'Italie et l'Allemagne. D'ailleurs, cette visite de Nasser Bourita a été l'occasion de lancer un dialogue, ou le dialogue stratégique multidimensionnel Rabat-Berlin. De quoi s'agit-il? Nous allons en parler bien sûr dans cette émission et les dessous de cette mini-tournée européenne du chef de la diplomatie avec nos invités, professeur Mostafa Sahimi, politologue et professeur de droit à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous l'expert de relations internationales, professeur Zakaria Boudaha. Bonsoir et bienvenue. Merci Madame Khadija. Bonsoir. Se joint à nous depuis Paris mon cher confrère Mostafa Tossa. Bonsoir Mostafa Tossa. Merci de vous joindre à nous. Bonsoir Khadija. Alors messieurs, d'abord un commentaire sur ce qu'ont vécu les habitants de ce camp de Jénine en Cisjordanie. Professeur Abouda. Évidemment, on ne peut que condamner des actions violentes qui ciblent des civils et de quelle manière, lorsque certains Palestiniens se sont rendus de façon pacifique en levant la main comme quoi ils n'avaient pas de prétention de riposter et on les descend illico presto, cela bien entendu suscite des questions et ça éveille précisément chez beaucoup, d'ailleurs, il faut le rappeler, parce que certainement il y aura une onde de choc, toujours cette question, au final, est-ce que l'apaisement est renvoyé au calendrier grec, pour ne pas dire la paix, parce que la paix, c'est un vœu aujourd'hui qui semble pieux. Est-ce que l'État d'Israël n'avait pas d'autres moyens pour neutraliser ce qu'il appelle des terroristes? Parce qu'ils appellent, exactement, vous faites bien de le rappeler, selon l'État israélien, il y a ce camp de réfugiés de Jénine est une, je cite, plaque tournante du terrorisme. Tout à fait. Toutes les interventions musclées israéliennes, soit le Shin Bet ou l'armée, avec quand même des moyens conséquents, vous savez, des bulldozers, etc., ont été faites en avançant l'argument selon lequel il faut qu'Israël d'abord assure sa sécurité et désamorce le lien entre des groupuscules palestiniens avec soi-disant ses commanditaires, et notamment là, on louche vers l'Iran et vers le Hezbollah. Et par ailleurs, pour Israël, c'est une question qui est existentielle. Or, au final, aujourd'hui, quand on voit quand même la disproportion, le nombre de dégâts, les victimes de ce genre d'action, comme je l'ai dit, musclées, on peut se poser la question si, au final, de telles méthodes musclées aboutissent à des résultats tangibles. En tout cas, pour les autorités israéliennes, ils ont fait leur job comme elles l'ont dit ce matin même, mais je crois que ça... C'est-à-dire de rompre toute relation avec l'État d'Israël. C'est ça leur réaction aux Palestiniens, finalement. Pardon ? C'est de rompre toute relation avec l'État d'Israël. C'est ça la réaction des Palestiniens. Oui, voilà. Donc ça peut provoquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, des ondes de choc. Donc aujourd'hui, on ne sait pas exactement... Est-ce qu'il y a vraiment des relations pour rompre
Est-ce qu'il y a vraiment des relations entre les autorités palestiniennes et l'État d'Israël à rompre ou pas? Est-ce que déjà il y a un dialogue pour rompre ce dialogue? Non, il n'y a pas. Les pourparlers sont pratiquement suspendus depuis le déclenchement de la seconde intifada, qu'on le sache. Oui. Et puis en même temps, aujourd'hui, on se pose la question sur le sort des accords d'Oslo. Vous savez, tambour battant, c'était début des années 90. Il y avait quand même un certain espoir. Mais aujourd'hui, vous voyez, Madame Khadija, le curseur géopolitique, géostratégique mondial, surtout des États-Unis, est déplacé. C'est véritablement une affaire qui est secondaire, pour ne pas dire marginale. Et donc, malheureusement, les Palestiniens sont renvoyés à eux-mêmes. Et d'aujourd'hui, ça pose des questions sur précisément le devenir de cette idée qui a été défendue par la Ligue arabe, officiellement à partir de 2002, 2 États avec Al-Quds Sharif comme Est, Jérusalem-Est comme capitale de l'État palestinien. Oui, mais alors, Mustapha Tossa, je me tourne vers vous. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que déjà l'opération de Jenin est terminée avec le retrait des soldats israéliens? C'était mercredi. Et est-ce qu'effectivement, comme ça a été annoncé par les autorités israéliennes, eh bien, les foyers de terrorisme ont bien été éliminés? Est-ce que finalement, cela a réellement abouti, en sachant qu'il y a eu un attentat à la voiture bélier au lendemain de l'arrêt de cette attaque, ou le jour même, il me semble, à Tel Aviv. Donc, in fine, est-ce que les résultats escomptés par les autorités israéliennes ont été atteints? Oui, officiellement, cette opération militaire est terminée. Et la question de savoir si les résultats escomptés ont été réalisés, et ça, il faut poser la question aux Israéliens. À ce niveau-là de la réflexion, je crois que le résultat est à double niveau. D'abord, c'est ce qui a indigné et scandalisé la communauté internationale, c'est qu'il n'y avait pas de risque sécuritaire majeur pour l'État d'Israël pour pouvoir imaginer une telle opération avec de tels moyens militaires inédits. Une des raisons, ou sinon la seule raison qui a dicté, qui a inspiré cette relation, c'est la pression politique interne que subit Benjamin Netanyahou de la part de l'extrême droite encore plus à droite que lui, de la part des colons. Et il se devait, il avait comme une forme d'obligation politique de mener cette opération pour envoyer un message particulier à son casting gouvernemental. Donc cette opération militaire avait beaucoup plus des racines et des raisons domestiques israéliens qu'un danger régional, sécuritaire important pour l'État d'Israël. Donc, quand on parle de terrorisme palestinien, à ce niveau-là de cette opération, il faut d'abord réfléchir en termes de rapport de force politique israélien interne entre Benjamin Netanyahou, qui n'arrive pas à contrôler son casting gouvernemental, qui n'arrive pas à gouverner avec une extrême droite de plus en plus ambitieuse et de plus en plus encouragée par les vents de l'histoire, entre guillemets, et lui qui voudrait absolument imposer un agenda politique aux Israéliens. Alors, pour ce qui est des conséquences, vous avez posé tout à l'heure la question au professeur Abou Dahab sur est-ce qu'il y a des rapports entre l'Israël et l'autorité palestinienne. Au niveau du dialogue politique, ces rapports sont au point mort depuis longtemps. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait de la coopération sécuritaire entre Israéliens et Palestiniens. Mais elle sert à quoi concrètement? Alors, c'est ça. Effectivement, le dialogue politique est suspendu. Mais quand on parle de coordination sur des sujets sécuritaires, est-ce que c'est purement, on va dire, diplomatique? Oui. Non, Khadija, si vous posez la question aux Israéliens et aux Palestiniens, à quoi sert une telle coopération sécuritaire entre l'autorité palestinienne, entre les policiers palestiniens et l'État d'Israël, ils vous diraient que cette coopération a participé de manière flagrante à éviter de nombreux attentats suicides. Cette coopération sécuritaire est extrêmement importante et on en parle le moins possible parce que l'autorité palestinienne, à un moment donné, elle avait menacé d'arrêter cette coopération militaire, sécuritaire avec Israël et la communauté internationale, les Européens, les Américains, ont froncé les sourcils. C'est pas possible. Si vous arrêtez la coopération sécuritaire, vous devenez, entre guillemets, objectivement alliés des organisations terroristes qui ne vont pas hésiter à s'attaquer à Israël. Donc, en fin de compte, cette coopération sécuritaire est très importante et Israël utilise là le bâton et la carotte
notamment la carotte financière, budgétaire, pour justement pousser cette autorité palestinienne à continuer cette coopération militaire. Israël aussi utilise la pression des pays du Golfe et des pays voisins, notamment l'Égypte et un certain nombre de pays du Golfe, pour tout le temps essayer de convaincre Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne de ne jamais imaginer cesser cette coopération sécuritaire, parce que cela veut dire qu'il y a, sans cette coopération sécuritaire, une guerre ouverte entre deux peuples, entre des groupes, et c'est le chaos total dans cette région. Donc, c'est très important, et l'autorité palestinienne jusqu'à présent sait très bien que cette carte est très importante, et à chaque fois, Mahmoud Abbas, dans ses entretiens ou dans ses contacts au niveau international, il menace, ne me poussez pas, ne m'acculez pas dans un coin, au point où je devrais cesser cette coopération sécuritaire. Donc, c'est très important de souligner ce point-là. Pour revenir à l'opération israélienne, à partir du moment où cela avait assouvi un objectif israélien interne, je crois qu'elle est ponctuellement finie, mais ça n'augure en rien qu'elle pourrait revenir demain, après-demain, la semaine prochaine, si Benjamin Netanyahou, si son extrême droite se sent le besoin de mener une telle opération. Alors, vous parlez de Mahmoud Abbas qui renouvelle son appel à la communauté internationale pour protéger le peuple palestinien. Mustafa Sahimi, nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est de plus en plus récurrente depuis l'avènement de ce nouveau gouvernement Netanyahou. Donc, effectivement, comme expliqué par mes deux chers intervenants aussi, Abu Dahab et également Sitosa, effectivement, il y a un regain de tension et on voit que le modus operandi des Israéliens est de plus en plus violent et on tape vraiment sur la table. Est-ce que cela et cette onde de choc qui a été évoquée risquent aussi de déteindre sur le reste de la région ? Je vais vous répondre avec deux précisions préalables. Première précision, il n'y a pas de dialogue politique entre l'autorité palestinienne et Israël. Oui, oui. Et donc, nous en sommes là. Voilà une situation qui est bloquée, qui est figée. Deuxième précision, ce ne sont pas des terroristes palestiniens, ce sont des résistants. Il faudra bien corriger, c'est une résistance. Vous parlez du cas de la Cisjordanie ? Mais évidemment, ce sont des résistants. C'est un peuple en armes, c'est un peuple qui est opprimé, c'est un peuple qui n'a pas des droits. On a parlé d'apartheid en Israël, il faut bien le rappeler, puisqu'il y a une discrimination même pour ce qui est des droits. Vous le savez, avec les contrôles, etc., toutes les mesures, c'est un peuple qui est dominé également sur le plan économique du fait que l'approvisionnement, l'électricité, l'eau sont soumis donc entre les mains des autorités israéliennes, et donc voilà la situation. Alors, c'est la base de départ de ce que je viens de dire. Ce que je relève aussi, ce qui est important, c'est quand même la démission de la communauté internationale. Justement, j'y viens. Quelle réaction ? Eh bien, d'abord, première observation sur ça. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu de réunion extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe dont le siège est au Caire. Il y a une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà. Bien. Mais la Ligue arabe, il faut commencer d'abord par la Ligue arabe. Donc, l'autorité palestinienne est même membre de la Ligue arabe. Donc, voilà, il y a une condamnation du secrétaire général de la Ligue arabe, pas plus. Réunion d'urgence du Conseil de sécurité. On sait ce que ça va donner. Il va y avoir une réunion, ça va durer 3 heures, et puis il y aura un communiqué mi-figue, mi-raisin, et vous savez combien il y a eu de résolutions sur Israël depuis 1967. Je ne remonte pas à 1940, 1960. Il y a des centaines de résolutions, de condamnations. Pourquoi ? Parce qu'il y a des territoires occupés depuis 1967. Et il y a là une passivité particulière de la communauté internationale au niveau du Conseil de sécurité. Alors pourquoi nous sommes dans cette situation-là ? Parce que les termes de référence de la question palestinienne ont changé. Nous sommes en 2023. Et le phénomène, c'est que les peuples ont changé, les peuples arabes ont changé. Les peuples arabes des années 60, 70, 80 qui étaient motivés par un certain nationalisme arabe, un progressisme, etc. Les nouvelles générations, on en parlait tout à l'heure, les nouvelles générations sont peu réceptives, hélas,
à la question palestinienne, une nouvelle génération au Maghreb et également dans les pays arabes. Bien sûr, la question palestinienne, ça reste une référence, etc. Au niveau populaire, non au niveau populaire. Mais ça, c'est partout. le fait je veux est là. dire, c'est que, effectivement, cette voie pour défendre la Palestine, certes, c'est au sein de la jeunesse arabe, comme vous dites, mais en tout cas de toute la région, elle est moins audible, mais aussi dans le monde occidental. Oui. C'est ce qui m'interpelle aussi aujourd'hui, à me dire, est-ce que chacun est vraiment en train de gérer ses affaires, et notamment les Européens s'occupent de l'Ukraine, donc tous les regards sont virés finalement sur une partie de l'Europe, et que la cause palestinienne et la cause du peuple palestinien, ce n'est pas le cas du Maroc, parce que le Maroc a fermement condamné, nous allons y arriver, mais je parle de la communauté internationale. Vous avez raison, il y a deux séquences, en tendance lourde, il y a deux séquences historiques pour la question palestinienne. Première séquence de mobilisation et de lutte contre l'État d'Israël, et notamment la guerre 67, 73, etc., ça, c'est le premier volet. Cette séquence présente des traits particuliers, lesquels? C'était une situation de conflictualité qui pouvait porter atteinte à la paix et à la sécurité internationale, oui, du fait des enjeux de l'époque, lesquels, notamment, il y avait un enjeu de guerre froide à l'époque, bien, et il y avait également le contrôle de l'approvisionnement pétrolier. Lequel contrôle l'approvisionnement pétrolier se pose différemment aujourd'hui du fait de ce qui s'est passé dans l'économie pétrolière mondiale. Deuxième élément, l'échec de tous les processus de paix. Netanyahou il a déclaré contre les accords d'Oslo. Il l'a dit, il l'a répété, etc. Et donc, l'option des accords d'Oslo de deux États avec Jérusalem-Est comme capitale d'État palestinien reste une référence, j'allais dire, théorique et diplomatique, mais personne ne réunit les conditions pour que ça se fasse sur les terrains. La séquence d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est le fait que les foyers de tension pouvant intéresser la communauté internationale sont ailleurs. Ils sont ailleurs, ils sont où? Ils sont au Sahel. Ils sont pour ce qui est de la politique de l'Iran au Proche-Orient. Ils sont pour ce qui est des mouvements djihadistes et au Moyen-Orient et ailleurs, et salafistes, etc. Et donc, il y a eu un déplacement des centres de préoccupation de paix et de sécurité qui ont eu pour corollaire quoi? Le fait que de la marginalisation de la question palestinienne, et nous en sommes là aujourd'hui. Nous en sommes là, et nous en sommes aussi à parler de cette solution de deux États qui s'éloignent de plus en plus. Alors, de part, est-ce qu'aujourd'hui déjà, est-ce que, très honnêtement, professeur Abou Dahab, vous connaissez bien le dossier, on parle de la solution à deux États avec les frontières de 67, alors qu'on sait très bien, et vu que l'actualité, c'est ce qui s'est passé à Jénine, dans cette région de Cisjordanie qui est aujourd'hui où pullulent des groupes de colons qui s'installent, parfois manu militari, parfois même protégés par les soldats israéliens, s'installent sur des terrains de Palestiniens, au vu et au su de tous. Alors je me demande vraiment si cette solution à deux États est réaliste. Si oui, comment revenir aux frontières de 67 en 2023? Quelle question? Elle est ontologique, elle est épistémologique, elle est méthodologique, elle est aussi opérationnelle. Mais on va faire un peu de pédagogie, non pas universitaire, mais du moins au historique, niveau de nos pourquoi pas téléspectateurs. Parce qu'il y a eu la déclaration Balfour en 1917, comme quoi la communauté internationale s'apprêtait, surtout les Anglais, à créer un foyer au cœur du Moyen-Orient afin de permettre aux Juifs d'avoir leur État et s'y installer. Et d'ailleurs, parmi les Juifs, il y en a ceux qui étaient contre. Vous savez que Einstein, d'ailleurs, dans Comment je vois le monde, disait que lorsque les Juifs auraient créé un État, ils disparaîtront. Vous voyez? Donc, même au sein de cette communauté, et d'ailleurs, il faut reconnaître que les Juifs de par l'histoire ont contribué à la civilisation universelle, à la science, etc. OK. Il y avait les résolutions des Nations Unies. Donc, on saute la séquence de 1917 jusqu'à 1947, où il y a eu adoption de résolutions pour créer deux États.
côte à côte un État palestinien avec un État juif. Mais évidemment, les Arabes à l'époque, tous n'étaient pas indépendants, avaient refusé cette idée. Et ils avaient, comme disait Mustafa, brandi au départ la logique panarabiste, nationaliste, etc., qui a culminé les années 50. Qui d'ailleurs, il faut le rappeler, avec Nasser en 56, avec la nationalisation du canal de Suez, qui était géré par, je pense, un consortium anglo-français, voilà, exactement, avait évidemment poussé aussi Israël à profiter de cette aubaine géopolitique et à attaquer également l'État d'Égypte, parce qu'il y avait aussi des ambitions au niveau de la péninsule de Sinaï. Nous sommes en 67. Quand on parle revenir aux frontières de 67, c'est la guerre qui a été menée du 4 juin 67 jusqu'au 11. Et avant le 11, les territoires, alors les 4, il faut les rappeler, c'est d'abord Al-Quds Sharif, donc Jérusalem Est. C'est la péninsule, ce qu'on appelle le mont Sinaï, c'est le plateau du Golan et c'est la Cisjordanie. C'est bien ça. C'est bien ça. Et depuis cette date, les Nations Unies absolument avaient adopté des résolutions qui jamais n'ont pas été appliquées. Il y a la séquence de 73, lorsque Anwar Sadat était à l'époque président, je pense, de l'Égypte. Soi-disant, on avait profité de l'arme du pétrole pour pousser notamment les États-Unis, l'Occident de façon générale, à faire de la pression sur Israël et aller vers le sens où il fallait, encore une fois, revenir à la décision de l'ONU, les résolutions. Les lueurs d'espoir sont venues, je suis tout à fait d'accord, pour prendre aussi la variable géopolitique comme étant une variable structurelle, à pousser à l'époque les États-Unis, parce qu'ils avaient aussi des projections de ce genre, à pousser vers ce qu'on appelle les rencontres de Washington, après les accords d'Oslo, qui ont fondé l'autorité palestinienne, qui soi-disant a remplacé l'OLP comme étant l'interlocuteur crédible au niveau de la communauté internationale. Nous sommes partis jusqu'à l'élimination de Yitzhak Rabin. Et depuis cette date, c'était en 95. Novembre 95. Absolument. Exactement. L'apparition d'un certain Netanyahou, et je me souviens, on l'a vu s'exprimer, il était alors furieux. Il était furieux. Et encore, M. Netanyahou, plus ou moins, est un peu modéré, comme faisant partie de la droite, par rapport aux ultranationalistes. Mais est-ce que vous pensez que aussi modéré soit-il, il accepte encore cette solution à deux États? Permettez-moi de vous dire, à mon sens, c'est ma lecture personnelle, on ne voit plus M. Netanyahou, ce n'est plus Netanyahou de 95. Pratiquement, il est annihilé, il est écrasé par le poids écrasant aujourd'hui, enfin le poids grandissant des ultranationalistes qui veulent revenir à cette idée du grand Israël, il faut le dire, parce qu'en relations internationales, on peut utiliser le constructivisme, se mettre en empathie dans la tête des autres et voir comment ils perçoivent la sécurité. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, Madame Khadija, oui, c'est une option réaliste. C'est une bonne chose pour la sécurité d'Israël. Si on va vers la création d'un État et sa reconnaissance au niveau international, et ça va dissiper à jamais tout risque d'attaque ou de Mais est-ce que les Palestiniens vont accepter? Malheureusement. Est-ce que vous pensez que du coup les Palestiniens vont accepter deux États avec la réalité que du terrain qu'elle est aujourd'hui. Vous avez parlé du plateau du Golan, vous avez parlé du mont Sinaï. Je vous interpelle vraiment pour savoir il doit présenter des concessions. Et si les Palestiniens sont prêts à faire ces concessions. Et si déjà les Palestiniens vont parler d'une seule voix. Moi, je crois on parle de l'autorité palestinienne et puis on a aussi Gaza. Le problème, c'est qu'officiellement, Israël aujourd'hui refuse le plan arabe tel que proposé par l'Arabie saoudite et adopté en 2002. Donc, oui, réaliste dans le sens où la politique, c'est l'art du possible. Oui. Mais il faut qu'il y ait une telle pression pour en finir. Très bien. Ce qui fait que maintenant, c'est une question d'agenda, court, moyen, long terme. C'est très compliqué. Et en parlant d'agenda et surtout avec les changements qui sont en train de s'opérer, ce rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Bref, c'est un peu le capharnaüm dans les relations internationales en ce moment. Absolument. En tout cas, ça nous fait de belles discussions sur ce plateau. Mustafa Sahimi, je vous vois vraiment... vous avez envie de réagir. Toujours. Le contraire. Je voudrais dire aussi, vous avez posé la question de la faisabilité des deux États. Évidemment, c'est le souhaitable. C'est ce qui est d'ailleurs une revendication totale de la résistance palestinienne, c'est la position des États arabes, c'est la position même de la communauté internationale, en tout cas une bonne partie. Une bonne partie, voilà. Le problème qui est posé, c'est comment faire. Il faut rappeler à nos téléspectateurs qu'il y a aujourd'hui 800 000 colons israéliens, je dis bien 800 000, qui sont dans les territoires occupés.
il faut avoir une carte, il faut voir la carte des territoires occupés pour voir ce qu'il en est. C'est des petits Bantoustans. C'est historiquement les petits Bantoustans qu'il y avait en Afrique du Sud. Vous savez, il y avait des ethnies qui étaient donc dans une situation d'apartheid, etc. Comment faire si on envisage un schéma de règlement global? Comment faire avec ces 800 000 colons israéliens dans les territoires occupés? C'est une difficulté majeure. L'option sur laquelle travaillent même certains membres de l'autorité palestinienne, c'est de tenir compte de cette donnée objective. Il y a 800 000 colons algériens, israéliens. Bien. Donc on ne peut pas. Comment faire? On ne peut pas les mettre dehors, etc. Donc il faut trouver une formule qui permette des aménagements de couloirs, de périmètres, etc., pour qu'il y ait une vie économique minimale. Deuxième interrogation, qui va pousser à la création de 2 États? Ce qui me gêne, moi, c'est qu'il y a une rhétorique internationale sur la référence à 2 États, avec Al-Quds comme capitale de l'État palestinien, sans qu'il y ait les possibilités, les moyens, les modalités de concrétiser cela. Et tout ça interpelle, je le dirai encore de nouveau, la communauté internationale. Et cette communauté internationale n'est pas mobilisée dans ce sens, en particulier la puissance américaine. Vous avez remarqué quand même les ambiguïtés de la position américaine de l'administration Biden, qui évidemment manifeste sa mauvaise humeur à l'endroit de Netanyahou, chef du gouvernement, et le président américain ne veut pas le recevoir, etc. Mais fondamentalement, il n'y a pas d'initiative américaine aucunement pour ce qui est d'une avancée vers un processus de règlement. Et la conclusion de tout ça, c'est que voilà un dossier qui va rester prégnant dans la scène proche-orientale sans que les uns et les autres arrivent à trouver une solution. J'ajoute enfin une dernière observation. Il y a le problème de l'autorité palestinienne, il faut bien le dire. Cette autorité palestinienne a des difficultés de légitimité, à tout le moins de crédibilité. Pourquoi vous dites cela? Je dis ça parce que ce qui s'est passé depuis des décennies ne contribue pas à conforter le statut d'autorité palestinienne. Et d'ailleurs, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, n'a plus aucune marge de manœuvre. Et il est reçu ici ou là, il était même en Chine il y a 3 semaines, etc. Mais il n'a plus la main sur quoi que ce soit parce que le problème qui est posé, c'est la bonne gouvernance de l'autorité palestinienne, il faudra bien le dire, la bonne gouvernance, la bonne utilisation des deniers publics et des aides internationales. Il y a des rapports qui ont été faits à ce sujet qui sont quand même assez interrogatifs. Et le fait que l'espoir et le monopole de la résistance, il n'est plus entre les mains de l'autorité palestinienne, en tout cas il est plus considéré comme tel, il est entre les mains de mouvements, donc notamment Hamas. Oui, alors justement, on n'en entend plus parler. Il y a eu le Fatah et le Hamas qui se sont mis d'accord pour organiser des élections. Et ça remonte déjà à 2021, Mustafa Tossa. Mais depuis, effectivement, il y a des questions à se poser d'abord sur ces élections et puis sur le sérieux de cette voix palestinienne à l'international même. Oui, en fait, moi, je voudrais ajouter à ce qui vient d'être dit, c'est que les Israéliens reprochent aux Palestiniens de ne pas présenter un seul partenaire ou un seul interlocuteur pour négocier. L'autorité palestinienne étant le fruit des accords d'Oslo, cela n'a pas été non plus reconnu ni par le Hamas ni par le djihad islamique. Qui sont deux organisations qui sont financées, soutenues par l'Iran. Et le facteur iranien est très important dans le blocage de ces pourparlers. À partir du moment où les Israéliens estiment que l'Iran est en train de leur faire la guerre par organisation palestinienne interposée, et ils s'autorisent toutes les libertés, ils gèlent tout ce qui peut être gelé, notamment la solution des 2 États, et ils avancent dans le processus de colonisation
avec beaucoup plus de force que s'ils avaient un interlocuteur palestinien unique. Et le fait qu'il n'y ait pas d'interlocuteur, je n'essaie pas de défendre le point de vue des Israéliens ni d'affaiblir le point de vue des Palestiniens, mais de vue de l'Europe, à partir du moment où ces bisbilles interpalestiniennes paralysent la parole, discréditent la parole du partenaire palestinien, il n'est plus en mesure d'exiger des pourparlers, des négociations ou de demander, par exemple, à ce que les négociations reprennent parce que les Israéliens disent avec qui je vais négocier. L'autorité palestinienne a montré son incapacité, elle a montré à quoi elle pouvait servir, mais elle a montré son incapacité à représenter l'ensemble des Palestiniens. L'autorité palestinienne n'a pas de pouvoir sur le Hamas et sur le djihad islamique. L'autorité palestinienne est contestée par ces organisations-là. Si demain, il y a des forces politiques qui pourraient influencer ces organisations de Hamas et djihad islamique et le Hezbollah libanais, les choses pouvaient changer. Mais tant que la situation est comme ça, les Israéliens ont le beau rôle de dire nous ne pouvons pas ni négocier, ni entamer un processus de paix avec ces organisations-là dont le rêve et l'obsession absolue, c'est de nous attaquer. Et de temps en temps, il y a des confrontations militaires entre Israéliens et Palestiniens de Gaza qui donnent à l'opinion internationale des raisons de douter du sérieux des Palestiniens à entrer dans cette logique. Alors, évidemment, là, sur le plan international, on a deux sensibilités différentes. Il y a la sensibilité européenne qui tient absolument à ce que les Palestiniens aient leur État indépendant parce qu'ils estiment que ce n'est pas uniquement rendre service aux Palestiniens d'avoir un foyer national, c'est aussi rendre service à l'État d'Israël. Et j'ai été, moi, en lisant et en entendant un certain nombre d'interlocuteurs spécialistes européens de ces questions-là, de dire que si Israël rate l'hypothèse et le scénario des deux États, Israël serait dans le futur en danger. Parce que qu'est-ce qui resterait? Il resterait la solution à un seul État qui intégrerait les Israéliens d'aujourd'hui et qui intégrerait les Palestiniens aussi, parce que les Palestiniens de Gaza, de Ramallah, de Jénine vont devenir automatiquement des citoyens israéliens. On parle d'une communauté quand même qui représente, quand on parle des Arabes israéliens, ils sont importants dans l'ensemble de la population israélienne aujourd'hui. 2 millions. Oui, mais pour ces gens-là, et j'en connais quelques spécimens, et pour les avoir pratiqués et pour avoir discuté avec eux, ces Arabes israéliens, ils sont tellement, il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, ils sont tellement contents d'être intégrés au sein de la société israélienne que si demain il y a un référendum leur disant voulez-vous rester au sein de la société israélienne ou être rattaché à l'autorité palestinienne, il y a 99,99% qui vont dire nous préférons rester citoyens israéliens. Parce que la jeunesse aujourd'hui, excusez-moi Mustapha Tossa, est-ce que la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse palestinienne n'est-elle pas l'otage d'affaires politiques palestiniennes? Parce que cette jeunesse-là dont vous parlez, Khadija, c'est que cette jeunesse palestinienne qui vit, que ce soit à Ramallah ou bien à Gaza, c'est une jeunesse aux perspectives sociales, économiques et culturelles très très limitées. Alors que la jeunesse arabe israélienne, on la voit, elle est en train de voyager, elle s'est inscrite dans le processus de la mondialisation, elle profite de tous les bienfaits du système israélien, et il est tout à fait logique, il est tout à fait normal qu'un jeune qui a cette situation-là puisse dire, moi, je veux la maintenir. Mais tout ça c'est une question à part, celle des Arabes israéliens. Mais la vraie question, c'est que si on rate la solution des deux États, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Israël. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Israël parce que la démocratie envoie un citoyen, la pression internationale, sauf si Israël assume son statut de pays de l'apartheid, comme en Afrique du Sud. On va parquer les Palestiniens dans des bantoustans et personne ne traitera avec eux. Mais ça, je ne crois pas que et l'environnement arabe d'Israël et l'environnement international, ses alliés internationaux, que ce soit l'Union européenne ou les États-Unis d'Amérique, puissent accepter une nouvelle Afrique du Sud
à naître sur les territoires palestiniens. Une chose en tout cas que le Maroc condamne. Alors on a parlé des réactions internationales, on va parler à présent de la réaction du Royaume du Maroc qui dénonce ces récentes attaques sur Jénine en Cisjordanie. Le Royaume rejette aussi, là je reprends mot pour mot la déclaration de notre chef de la diplomatie, le Royaume rejette aussi la récente décision du gouvernement israélien d'expansion des colonies en Cisjordanie, c'est ce dont nous parlions, hein, et note avec satisfaction les réactions internationales refusant la politique israélienne de colonisation. Le Maroc demeurant convaincu que les négociations et le dialogue sont le seul ou les seuls moyens en vue d'instaurer une paix durable et globale dans la région dans le cadre de la solution à 2 États. Le Maroc, en tout cas, reste un des premiers défenseurs de cette cause palestinienne, professeur Abou Dahab, bien qu'il y ait des tentatives ici et là de se montrer comme vraiment fervent défenseur de la cause palestinienne et de réunir 14 factions pour soi-disant relancer le dialogue palestinien. Il y a beaucoup de postures et de rhétorique. Et de gesticulation. Vous faites référence aux pays voisins, il faut le dire. Non, moi je dis, bon. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a eu. Et ça, je dis rhétorique parce que l'annonce a été faite telle que comme si on parlait des accords d'Oslo, on parle des accords d'Alger. C'est vraiment que c'était en octobre dernier, d'ailleurs, octobre 2022, et qu'il allait y avoir, eh bien, ces élections qu'on attend depuis 10 ans, enfin un peu moins. Chez les Palestiniens, il n'y a toujours rien. En fait. Les temps sont très critiques. D'ailleurs, même le communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères l'a rappelé. Il s'inscrit dans la continuité, il y a quelques jours, également de la même réaction. Ce qui est à craindre, c'est que malheureusement, ces lueurs d'espoir pour élargir le spectre, pour qu'il y ait peut-être davantage de pays qui vont rejoindre les accords d'Abraham. Bon, nous avons appris récemment que la Somalie, le Djibouti, allaient peut-être rejoindre la coalition, si vous voulez. Mais maintenant, par de telles situations compliquées, ce Moyen-Orient compliqué, comme disait De Gaulle, eh bien, il y a des risques à ce qu'il y ait malheureusement des fissurations et des dissuasions. Et je crois... Vous parlez, alors, est-ce que parce que vous avez évoqué les accords d'Abraham, vous pensez qu'il peut y avoir peut-être une révision de ces accords d'Abraham ? En termes de démarche communicationnelle, vous savez, communication, c'est comme des paliers, donc ce sont des escaliers, on monte, on monte, on monte. Alors, si on suit un peu la fréquence et les intonations, etc., les communiqués marocains renseignent potentiellement comme quoi, probablement, il y aurait peut-être changement d'attitude. Évidemment, je ne vais pas m'exprimer à la place du ministère des Affaires étrangères. Je ne souhaite pas que ce scénario puisse se réaliser, puisque nous avons cru, nous, parce qu'il y a quand même des gens de bonnes raisons, qui, pour eux, il faut plutôt ne pas faire la chaise vide, parce qu'au final, ça n'aide pas à avancer les choses en réalité. Il faut être là, et au-delà de la parlotte, du blablabla, comme on dit, il faut le dire 3 fois, il faut plutôt s'inscrire de façon proactive et agir mollo pour chercher... C'est ce que fait le Maroc. C'est sa démarche. C'est la démarche du Maroc. Mais nous ne voulons pas revenir au scénario de 2000, puis précisément lorsqu'il y a eu fermeture du bureau de liaison, parce que ça n'aide pas à faire avancer les choses. Ce qui fait que le Maroc doit bien entendu de taper sur la table et de rappeler au gouvernement, en fait, c'est le gouvernement de M. Netanyahou, c'est pas l'État israélien en tant que tel. Il cible ce gouvernement parce que depuis sa constitution, fin décembre 2022, réellement, il n'a pas émis des signaux. Il y a plus de morts, il y a plus de 200 morts depuis que ce gouvernement est en place. Bon, bien sûr, il y a des morts aussi côté israélien. Nous faisons quand même la part des choses. Alors justement, en parlant de faire la part des choses, Mustafa Sahimi, je vais vous interpeller sur cela. Ce ministre qui sort avec ses déclarations sur notre cause nationale, ministre israélien bien sûr, qui fait ses déclarations par rapport à la marocanité du Sahara et que Israël allait faire un pas, et ce sera pendant le sommet du Negev. Alors, avant de vous répondre... C'est pas un peu du... non, il faut faire le sommet... Avant de vous répondre sur ce point, je voudrais reprendre ce qu'a dit mon collègue et ami à l'instant. Quelles sont les sorties de crise possibles pour évacuer la situation telle qu'elle est aujourd'hui? Il y a 2 options. Première option, elles sont d'ailleurs complémentaires. Première option, c'est l'élargissement du processus
de normalisation avec l'État d'Israël. Alors, sur ce plan-là, donc, il y a le forum du Negev, Negev 2, etc. C'est une opportunité pour offrir un cadre. D'ailleurs, notre ministre des Affaires étrangères l'avait dit en mars 2022 lors du premier sommet de Negev. Il a dit c'est un cadre qui va permettre également d'associer les Palestiniens et de rechercher les voies et les modalités d'un processus de paix. Oui, mais depuis, beaucoup de choses ont changé. Mais le cadre et dont est là. le gouvernement. Dans le gouvernement israélien, principalement. Les accords d'Abraham qui sont complémentaires. C'est un autre niveau. C'est-à-dire, plus on impliquera Israël dans des cadres régionaux de débats, de rencontres, et plus l'État d'Israël, Netanyahou ou pas, sera obligé de faire des concessions. Je crois que ce sont ces deux options qu'il ne faut pas écarter. Maintenant, pour répondre à votre question, je suis de ceux qui pensent que le Maroc, en l'état aujourd'hui, n'a pas besoin de la reconnaissance israélienne, de la marocanité des provinces israéliennes. Pourquoi ? Non, je parle juste par rapport... je veux qu'on fasse une réaction par rapport à la déclaration du ministre israélien. Mais c'est pas lui à décider, et oui. Et puis, est-ce que c'est une bonne chose pour nous ? La reconnaissance de la marocanité des provinces sahariennes par ce gouvernement-ci est une moins-value pour le Maroc. Ça n'apporte rien. Pourquoi ? Parce que c'est un gouvernement donc qui est d'extrême droite et qui se livre à la politique de répression qu'on a évoquée depuis un moment. Deuxième point, ça voudrait dire qu'il y a eu les accords d'Abraham et que en contrepartie de ces accords d'Abraham, le Maroc aurait demandé la reconnaissance des provinces sahariennes par l'État d'Israël, ce que le Maroc n'a pas demandé. N'a pas fait. Très bien. C'est d'ailleurs quand même important, c'est d'ailleurs la propagande d'Alger qui dit, mais vous voyez bien qu'ils font ça, ils ont négocié, c'est un deal gagnant-gagnant. Et donc, sur ce plan-là, la position du Maroc telle qu'elle a été exprimée par le ministre des Affaires étrangères, il y a à peine une semaine, c'est oui à un forum Negev 2, pas maintenant, il y a une conjoncture, il y a des conjonctures, donc il faut attendre un autre contexte à la rentrée, et ça veut dire qu'Israël est tenu de faire des concessions et de changer sa politique répressive aujourd'hui, donc ce qui est un pavé dans le jardin, dans la mare israélienne, et nous en sommes là. Exactement, nous en sommes là, mais nous en sommes là aussi. Alors, en attendant d'y voir plus clair, le Maroc continue de renforcer ses liens avec ses alliés européens. Cela nous mène, et vraiment, il nous reste très peu de temps pour traiter de la question de ces deux visites du chef de la diplomatie. On va essayer vraiment d'abord de parler de ce partenariat stratégique multidimensionnel Maroc-Italie et Maroc-Allemagne. Mustapha Tossa, qu'est-ce qu'un partenariat stratégique multidimensionnel et surtout, est-ce une nouvelle page dans les relations entre Rabat et Rome ? Oui, alors ce qui est à signaler et presque à applaudir dans les récentes déclarations italiennes, c'est que c'est une spectaculaire gifle politique qui a été donnée au régime algérien. Pourquoi ? Parce que depuis un certain temps, la propagande algérienne avait ou tenté de présenter l'Italie comme un des pays importants qui est hésité et qui veut rester dans la zone grise et que parce qu'il a établi des contrats gaziers énormes avec l'Algérie, donc elle ne ferait jamais le pas ou on n'adopterait jamais le tournant espagnol ou allemand. Sur voilà les efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc. Voilà, les déclarations italiennes, presque mot pour mot, ressemblent au positionnement espagnol et au positionnement allemand, à savoir qu'il n'y a pas d'autre solution que la solution de l'autonomie et donc la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Et ça, c'est vraiment un exploit de la diplomatie marocaine et c'est une énorme gifle, je le répète, pour le régime algérien parce qu'il ne lui reste plus aucune carte en Europe. Et imaginez une telle solitude, isolée dans l'espace arabe, de plus en plus isolée dans l'espace africain. Il n'y a plus aucun pays européen qui pourrait être pro-algérien. Donc c'est vraiment, moi je sens que c'est la fin de cette discorde. Il nous reste un petit peu le verrou français,
mais le verrou français est en train de céder doucement parce que les relations avec l'Algérie ne sont pas au beau fixe. Et les Français, la diplomatie française est en train de prendre la leçon, de tirer la leçon de cette préférence diplomatique qu'elle avait rentable. Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est fructueuse pour la France et pour l'Europe ou non? Donc, il y a toutes ces questions qui sont posées. Et moi, je crois que ce partenariat stratégique avec l'Italie et avec l'Allemagne est de nature à accélérer une position commune de l'Europe qui serait favorable au Maroc. Et d'ailleurs, ça a été rappelé avec des mots très justes et clairs sur ce que le Maroc attend de ses alliés, de ses partenaires. Cela a été rappelé par le souverain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre cause nationale est le prisme à travers lequel le Maroc regarde tout partenariat et tout partenaire. Mustafa Sahimi. Un élément d'information sur ce qu'a dit Mustafa Tossar. Italie-Algérie, il y a un ministre italien qui a déclaré il y a quelques jours que les relations avec l'Algérie étaient des relations sur l'économie et l'énergie. Oui. C'est clair et net. Deuxième observation. Vous avez posé la question du partenariat stratégique, je voudrais dire ceci. La diplomatie marocaine s'articule autour de partenariats stratégiques. C'est quoi? C'est un niveau élevé de coopération et de partenariat. Ça implique quoi? Ça implique un dialogue politique, ça implique des mécanismes de consultation, ça implique des partenariats économiques, de commerce, etc., sur tous les secteurs, la lutte antiterroriste, l'immigration, etc. C'est important. Ce que je veux dire par là, c'est que la visite du ministre des Affaires étrangères à Rome et à Berlin n'était pas dictée par le souci de la cause nationale. M. Bourita n'est pas allé à Rome et à Berlin pour replaider de nouveau la question nationale. Pourquoi? Parce qu'on a la position de l'Allemagne qui est connue. Non, on la connaît, bien sûr. Oui, donc il n'avait pas besoin de relever ça, puisque la position de l'Allemagne est importante en janvier 2022, et donc le soutien total au processus onusien et au Maroc. Mais il est important de rappeler que quand même la cause nationale reste une condition sine qua non intrinsèque à tout partenariat et toute coopération aussi stratégique et aussi multidimensionnelle soit-elle. Nous ne sommes pas en désaccord. Je veux dire simplement ceci, que notre diplomatie de mouvement est une diplomatie qui n'est pas allée à Rome et à Berlin pour dire « Ah, vous savez, d'abord la question nationale, il faut clarifier. » C'est clarifié. Avec Berlin, c'est réglé. Avec l'Italie aussi. Il y a les positions de l'Italie qui sont constantes sur le maintien, le soutien du processus de paix et du plan et des paramètres de négociation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une diplomatie qui se démultiplie aujourd'hui. Par-delà de la question nationale, vers une nouvelle articulation des rapports avec des partenaires traditionnels et avec d'autres. Pour clore. L'épine dorsale de la démarche marocaine, c'est un déterminant majeur, ça reste la cause nationale première, mais qui est ventilée et articulée sur d'autres thématiques connexes, et c'est important, parce que la démarche marocaine consiste d'abord à renforcer cette idée selon laquelle et d'ailleurs, un article que j'ai lu ce matin, français, je pense c'est le Nouvel Économiste qui parle du Maroc en tant que puissance régionale émergente. Ça, c'est autre chose. Pour la démarche marocaine, moi, je crois qu'elle est très proactive et préventive. Imaginons, et d'ailleurs, ça a été dit une fois, même si on n'était pas très d'accord avec Mustafa, mais je le rappelle, au cas où il y aurait une surprise de la part de l'Union européenne, le Maroc déjà commence à dégager des alternatives potentielles. Vous savez, monarchie marocaine, il y a énormément de convergence avec la monarchie britannique. Les Britanniques, au moment où le Brexit a été acté, je l'ai prononcé en anglais, eh bien, ils avaient imaginé des scénarios de reprise des relations qu'ils avaient dans le cadre de l'Union européenne. Ce que fait le Maroc, c'est de prendre, si vous voulez, les États qui comptent au niveau de l'Union européenne et à nouer avec eux des accords qui ressemblent à ceux que nous avions avec l'Union européenne. Dialogue stratégique, politique renforcé, coopération multidimensionnelle, sécuritaire. Un peu au point mort avec la Grande-Bretagne. Et j'ai l'impression qu'il y a... On y gagnerait à réactiver, ou à activer en tout cas, ou à booster cet accord avec la Grande-Bretagne. Et c'est comme un chapelet, voilà. Je prends la forme du chapelet, et je crois que c'est important parce qu'aujourd'hui, il faut prévenir. Et donc, c'est une démarche qui est extrêmement importante à mon sens. Ça remplit l'agenda
sur énormément d'années. C'est un chantier de règne. Et je crois qu'il faut dire que la diplomatie marocaine et la clairvoyance de Sa Majesté le Roi portent ses fruits. Il faut aller dans ce sens-là. Il faut rappeler que Londres soutient le processus onusien et les efforts de l'envoyé personnel. Tout à fait. Et Londres est membre du Conseil de sécurité, membre permanent du Conseil de sécurité. La Grande-Bretagne. Merci beaucoup. Merci Mustafa Sahimi. Merci Zakaria Avec Boudar. plaisir, Madame Merci Khadija. à vous. Merci à vous aussi, Mustafa Tossa. Et j'espère que les choses se sont calmées chez vous en France. Oui, ça s'est calmé. Alhamdoulilah. Merci. Alhamdoulilah. Merci. Bonne soirée. Et bonne soirée à vous aussi en vous remerciant pour votre fidélité à Question d'Actu.